Ça fait quelques vidéos maintenant qu'on parle de la phase 6, et en particulier de Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday. Et même si franchement, j'adore théoriser et tenter de deviner qui est ce Doom, un Stark, un variant ou n'importe quoi, je dois bien le dire, je pense qu'en vidéo, il est temps de les laisser un peu tranquilles. Des infos, il en sort tous les jours, et on refera un point dans quelques semaines, c'est promis. Parce que Doomsday prend tellement de place qu'on en oublierait presque tout le reste. Notamment le fait que Secret Wars va marquer le renouveau d'un univers connecté de 20 ans. Un fameux soft reboot qui pourrait enfin donner un bol d'air frais à tout cet univers qui, disons-le, devient un peu étouffant. Et franchement, c'est ce que j'espère de tout cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour un nouvel arrivant de tout rattraper. C'est plus long que de se faire l'intégrale de Game of Thrones avec ses 70 heures, ou même Friends avec ses 88 heures. Il faut donc une nouvelle porte d'entrée. Un moment où chaque nouveau spectateur peut se dire « Bon, j'ai pas besoin de me taper 50 films, dès le premier, j'ai tout compris. » Parce que Marvel, à la base, c'était des films à voir en famille. Il y a 15 ans, un parent pouvait emmener son gosse voir Avengers et l'embarquer dans cette folle aventure. Aujourd'hui, ce même gosse qui a grandi peut difficilement dire à son propre fils « Bon fiston, on part sur un marathon de 3 mois. » Donc la fanbase, elle stagne. Voire pire, elle rétrécit. Mais ne vous inquiétez pas, Kevin Feige l'a dit, le MCU est fait pour durer 100 ans. Ouais, s'emballe un peu là-dessus, mais une chose est sûre, cette nouvelle ère va marquer l'une des sagas les plus excitantes que Marvel ait jamais racontées. Parce que maintenant, et pour la première fois de son histoire, Marvel possède les droits de 100% de ses personnages. Oui, tous. Pour raconter ces histoires dans son univers étendu. Et donc, faire des films où les X-Men, les Avengers, Ghost Rider, Doctor Strange, les 4 Fantastiques et tous les héros imaginables vont enfin pouvoir interagir ensemble dans presque 100% des films et ne plus se limiter aux seuls Avengers. Croyez-moi, avec ce qu'ils ont prévu, ça va envoyer du très lourd. Équipe paranormale, guerre galactique incroyable, naissance des mutants et retour des Avengers d'origine. Bon, dans cette vidéo, on va surtout parler du futur. Mais dans le doute, on entre dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, le théoricien préféré de ton oracle préféré. Générique. Bon les amis, avant de nous lancer, je dois absolument vous parler de cette petite merveille technologique. J'ai découvert cette marque lors du dernier Vive à Paris, et depuis je rêve de la voir. Et devinez quoi? Plaud a accepté de collaborer avec la chaîne. On est clairement sur l'innovation de l'année. Cette petite beauté, le Note Pin de Plaud, va vous permettre de révolutionner vos réunions, vos appels, ou même si vous êtes étudiant, vos prises de notes. C'est discret, élégant, et tu peux le porter de plusieurs manières. En collier, sur un vêtement, comme moi en bracelet, ou littéralement n'importe où grâce à l'épingle magnétique. Perso, durant mes études, j'ai pris l'habitude de prendre énormément de notes pour tout. Que ce soit mes points avec mes monteurs, mes rendez-vous clients, et même mes points d'orgas familiaux. Oui, gérer une boîte, une maison et 2 bébés, ça demande un point hebdo. J'étais même passé à l'iPad à force d'accumuler les carnets. Et disons-le, mes notes sont inexploitables par quiconque à part moi. Mais Plaud a littéralement révolutionné ma vie. Désormais, j'ai plus besoin de me diviser le cerveau entre participer et prendre des notes. J'ai juste à écouter, à parler, et Plaud fait tout le reste. Une pression en début de réunion, l'enregistrement démarre, et l'IA intégrée est capable d'identifier précisément les locuteurs et tout synthétiser. Ensuite, je lance l'application sur mon téléphone et je peux choisir comment je veux que l'IA me résume tout ça. En rapport, en points clés ou en carte mentale. Tu peux même utiliser Ask.ai, l'intelligence artificielle intégrée, qui s'adapte à tes besoins, organise et t'aide à faire le tri rapidement pour conserver ce qui a de la valeur ou non. Genre les vacances du petit Christelle de la compta qui a pris la moitié de la réunion. Bon, on s'en branle Christelle, voilà. Bref, c'est bien plus efficace que mes notes écrites ou qu'un enregistrement audio classique via téléphone, qui, soyons honnêtes, bouffe toute la batterie, te prive de ton tel et surtout ne te fait aucunement gagner du temps. Là, c'est ultra simple, intelligent, sécurisé. Oui, tout est crypté, et c'est devenu totalement indispensable pour mes réunions, voire même pour juste noter les centaines de théories qui me traversent l'esprit à des moments absolument pas prévus à cet effet. Donc les amis, que vous soyez étudiant, manager, artiste, créateur de contenu, ou même cuisinier, psy, bref, c'est le gadget qui peut littéralement servir à tout le monde. Alors, si vous aussi, vous voulez gagner du temps et être 1000 fois plus efficace, je vous invite à passer par le lien en description et en premier commentaire pour profiter d'une réduction avec le code Kevin Buckhardt. Clairement, c'est le genre d'accessoire qui nous propulse dans le turfu. Merci Plaud, et nous, on retourne à notre vidéo. Marvel à qui tout double. Je vous le disais en introduction, Secret Wars va mener à un reboot.
D'ailleurs, la phase 6 va servir de passerelle entre l'ancien MCU et le nouveau. Elle va permettre à tous les nouveaux arrivants de commencer à partir du film Les 4 Fantastiques, tout en comprenant qu'il y avait un monde avant. Et pour ceux qui en auront marre, de leur offrir une belle clôture avec Secret Wars. Mais si aujourd'hui Marvel peut se permettre un reboot, un vrai, qui ne ressemble en rien à ce qu'ils ont déjà fait, c'est parce que ce n'est que très récemment qu'ils ont enfin récupéré tous leurs personnages. Contrairement à DC par exemple, qui appartient entièrement à Warner et qui peut utiliser tout son roster depuis 1969. Même si soyons honnêtes, ils se contentent globalement de refaire des films Batman et Superman tous les 10 ans. Mais alors, pourquoi Marvel ne possédait pas les droits de ses propres personnages? Ce sont quand même leurs persos, non? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Allez, je vous explique en 2 minutes. Les années 90, c'est l'arrivée en masse de l'électronique, des jeux vidéo et d'internet. Une révolution pour le marché du divertissement, mais un désastre pour les comics. Tous les jeunes préfèrent désormais jouer plutôt que lire, et l'industrie du comic book s'effondre. Marvel traverse alors la pire crise de son histoire. Et pour survivre, il tente absolument tout. Même Stan Lee a essayé de racheter Marvel avec Michael Jackson, jusqu'à se rendre compte que MJ voulait surtout jouer Spider-Man au cinéma. He wanted to be Spider-Man, to buy the rights to Spider-Man. I think he wanted to play the part of Peter Parker. Finalement, Marvel décide de vendre les droits cinématographiques de ses personnages phares à différents studios, pour quelques millions à peine. Une bouchée de pain. Mais assez pour tenir le coup pendant la crise. Et chaque contrat contenait une clause. Si un perso n'était pas utilisé, au bout d'un certain nombre d'années, Marvel pouvait le récupérer. Tout commence avec Blue Line Cinema, qui rachète les droits de Iron Man et de Blade. Et comme vous le savez, c'est Blade qui sort en tout premier et qui cartonne. Une trilogie lancée et plus de 200 millions de dollars à l'époque, ce qui est pas mal du tout. Iron Man, lui, est mis de côté, et tout comme Blade, il retourne plus tard dans le giron de Marvel. De son côté, Lionsgate récupère les droits du Punisher, de Black Widow et de Man-Thing, et ils n'en font pas grand chose. Un Punisher avec John Travolta en 2004, et un téléfilm pourri sur Man-Thing en 2005. Bref, eux aussi finiront par retourner chez Marvel. Universal, eux, mettent la main sur Namor et Hulk. Le deal est ensuite renégocié, Marvel récupère Namor, mais pas complètement Hulk, car Universal garde les droits de distribution. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais eu d'autres films solo Hulk depuis que Disney a racheté Marvel. Une situation aujourd'hui encore un peu floue. Mais vu que Marvel a pu faire une série She-Hulk, et que les rumeurs d'un World War Hulk deviennent insistantes, on peut imaginer que ce problème soit enfin résolu. Il faut savoir aussi qu'un studio n'achète pas juste un personnage, il rachète tout l'univers qui vient avec. Et là, on passe aux gros morceaux, la Fox et Sony. La Fox que Disney rachète en 2019 pour la modique somme de 52 milliards de dollars, avec dans le panier les X-Men et les 4 Fantastiques. Daredevil, lui, était déjà revenu plus tôt dans le giron de Marvel, la Fox n'ayant rien fait depuis son premier film. Et bien sûr, Sony qui suce jusqu'à la moelle tout ce qu'ils peuvent avec Spider-Man. Eux, pour le coup, font super gaffe à ne jamais perdre les droits, car leurs films Spidey sont tout simplement les plus gros succès du plus petit studio d'Hollywood. Mais aujourd'hui, la donne est différente. Marvel semble avoir récupéré tout le monde, et ils ont même trouvé un bon deal avec Sony pour leur araignée. Car avec l'échec de son Sony Spider-Man Universe, sans Spider-Man je le rappelle, Sony a un peu lâché la bride. Ils ont même carrément délégué la production de séries Spider-Man à Prime Video, avec notamment Spider-Noir en préparation. Et il faut bien comprendre que si le grand public a connu le MCU avec les Avengers à l'époque, ces personnages étaient presque secondaires dans les comics. Les vraies stars, c'était les X-Men, Spider-Man et les 4 Fantastiques. Les Avengers, c'était un super soldat conservateur, un inventeur alcoolique, une espionne russe, un archer, un dieu nordique shakespearien et un colosse vert. Et à l'époque, face aux mutants, l'équipe était plutôt ridicule. C'est donc presque un miracle qu'Iron Man ait cartonné. Et pire encore, qu'il soit devenu aussi culte au point de lancer le MCU tout entier. Et donc aujourd'hui, après avoir généré des milliards avec des personnages de seconde zone, Marvel se retrouve avec une armée de personnages cultes, un catalogue immense, une certaine expérience, des moyens et un potentiel narratif 100 fois plus puissant que quand tout a commencé. Alors la question maintenant c'est comment relancer la machine là où possiblement tout le monde semble en avoir plus rien à foutre. Secret Wars, le reboot nécessaire. On le sait, quelque chose tourne pas rond. Il y a une sorte de super-héros fatigue ou Marvel fatigue, ou peu importe comme vous préférez l'appeler, mais un truc est clair, ça fait un moment que les gens ne se déplacent plus comme avant pour aller voir un film Marvel. Alors qu'à l'époque, c'était LA sensation. Mais dans le même temps, on a des millions de personnes capables de passer 5 heures en live à mater l'annonce du casting d'un film qui sort dans 2 ans. Ou pire, un Madame Web qui cartonne mondialement dès sa sortie sur Netflix. Bref, le marché d'aujourd'hui est un peu compliqué à analyser. Peut-être même que, comme dans les années 90, avec la crise des comics, le trop-plein de contenu est fini par saturer le public.
Mais la crise des 90 n'est pas la seule crise à laquelle Marvel Comics ait dû faire face ces dernières années. Une autre crise pourrait aussi venir expliquer ce qui est en train de se passer. Dans les années 2000, Marvel Comics tente un renouvellement. Ils veulent insuffler un nouveau souffle à leur série. Les Avengers disparaissent, remplacés par les Young Avengers et les New Avengers. Steve Rogers meurt en 2007, remplacé successivement par Bucky puis Falcon. Chez les X-Men, Charles Xavier n'est plus à la tête de l'école pour jeunes surdoués, et les équipes mutants se diluent en de multiples licences. Spider-Man, lui, subit un reboot après Civil War, ce qui pousse beaucoup de fans à préférer sa version Ultimate, et les 4 Fantastiques sont carrément mis de côté après Secret Wars pour éviter de donner plus d'exposition à une équipe qui appartient alors à la Fox. Bref, Marvel met ses plus grandes stars au placard pour tenter de lancer une nouvelle génération de héros. Et même si cette décision donne lieu à quelques bonnes surprises, globalement, le public n'adhère pas. Les gens restent attachés aux personnages qu'ils suivent depuis l'enfance. C'est d'ailleurs ce qui fait la force ou parfois la faiblesse de DC. Ils misent tout sur leur Big 3, allez, Big 5, mais ça fonctionne depuis toujours. Donc, pourquoi changer une formule qui gagne? Chez Marvel, c'est une stratégie qui n'a pas marché en comics, mais qui a quand même été tentée au cinéma. En tuant ou modifiant les Avengers les plus populaires, Marvel a aussi perdu une partie de son public. Vous les connaissez, ceux qui disent le MCU est mort depuis Endgame. Et au final, la saga du multivers ressemble beaucoup à cette phase des années 2000 dans les comics. Des projets qui cherchent à recréer la hype d'origine avec des Avengers bis, sans jamais vraiment y parvenir. Car oui, les gens adorent certes Robert Downey Jr. et Chris Evans, mais surtout, ils aiment Tony Stark et Steve Rogers. Et c'est pour les mêmes raisons qu'on continue à aller voir toutes les nouvelles versions de Batman, peu importe l'acteur. Marvel, fort du succès des Avengers et des Gardiens de la Galaxie, qui je le rappelle à la base étaient des persos que tout le monde snobait en comics, a cru pouvoir réitérer le miracle. Sauf que cette époque est révolue. Et aujourd'hui, les gens veulent du lourd ou rien. Et ça, Marvel semble l'avoir enfin compris. Même si honnêtement, je pense que c'était déjà le plan prévu depuis le début avec Secret Wars, et que cette phase était vraiment une phase de transition. Bon, Doomsday, on en a déjà parlé. On commence à se faire une idée de comment ça va se passer, même si tout reste encore assez flou. Secret Wars, en revanche, devrait suivre un schéma et une fin assez proche des comics. En gros, à la fin du multivers, on a l'avènement de God Emperor Doom qui crée le Battle World, une planète fabriquée à partir des morceaux les plus iconiques de l'univers Marvel. Et non pas un bout de Vaucluse, un bout de Texas, non. On parle de trucs comme Spider Island, où tout le monde est un Spider-Man, de Green World, peuplé uniquement de Hulk, du domaine d'Apocalypse, qui reprend l'histoire d'Age of Apocalypse, de Monarchy of M, inspiré des événements de House of M, ou encore de la Warzone, un monde où la Civil War ne s'est jamais terminée et a ravagé les États-Unis. Un jour, il faut que je vous fasse une vidéo entière là-dessus, parce que, clairement, il y a des trucs incroyables. Sur ce Battle World, tout le monde pense que Doom est Dieu, et que ce monde a toujours été ainsi. Tous, sauf les passagers de 2 radeaux de sauvetage. Eux se souviennent de tout, et ils vont monter une rébellion contre Doom. La fin mène à un affrontement final, Doom contre Reed Richards. Et c'est Mister Fantastique qui gagne. Il hérite alors du pouvoir de reconstruire le multivers, et crée un nouveau 616. Certains héros se souviennent de ce qu'il s'est passé, d'autres non. Mais tous ont droit à une nouvelle vie, dans un univers soft reboot. Un univers où des héros et méchants morts peuvent réapparaître, et où d'autres venus du multivers peuvent émerger. Et c'est probablement ce qu'on aura aussi au cinéma. Les frères Russo ont déjà dit que beaucoup de personnages allaient mourir dans les films Avengers, et que cette fois, pas de renaissance à l'Endgame. On est clairement sur la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Les anciens X-Men vont sans doute y passer, peut-être à l'exception de Wolverine, qui serait là pour préparer la relève, avec notamment un nouvel acteur qui aurait déjà été casté dans le rôle du nouveau Wolverine. Donc oui, les X-Men du MCU seront différents. Plus jeunes, avec des acteurs prometteurs, mais ça on en reparle juste après. Les 4 Fantastiques, eux, font partie du reboot, donc ils restent inchangés. Tom Holland aurait, selon les rumeurs, signé pour 6 nouvelles apparitions en tant que Spider-Man. Il serait donc là jusqu'à peut-être passer le relais à Miles Morales, voire élargir avec toute la Spider Family. Et ce sera le cas également pour de nombreux autres personnages qui seront soit conservés, soit écartés, soit totalement réécrits. Mais du coup, que deviennent les Avengers dans tout ça? Le retour des Avengers. Eh bien, je pense que 100% du cast d'origine vit ses dernières heures. Et en vrai, c'est plutôt normal. C'est la fin d'un cycle. Par contre, je ne pense pas que les Avengers vont disparaître. Bien au contraire. Aujourd'hui, c'est la marque la plus populaire du MCU. Et je pense qu'on a tous déjà rêvé de voir ce que cette équipe pourrait être dans un monde 100% Marvel. Pas juste un monde où ils sont les seuls défenseurs. Il y a donc de très grandes chances qu'une nouvelle équipe voit le jour. Mais attention, je vous parle pas d'une équipe de Sam Wilson ou d'un Red Guardians dans l'histoire. Non, une équipe composée d'un nouveau Tony Stark, d'un nouveau Steve Rogers, mais aussi pourquoi pas d'un vrai Hank Pym et d'une vraie Janet Pym,
dans le rôle de Ant-Man et la Guêpe classique des comics. Ces personnages pourraient être des héros du multivers qu'on découvrirait dès Secret Wars, une équipe qui pourrait s'assembler naturellement dans le film et qui serait réintroduite dans le MCU comme une évidence. On pourrait aussi y ajouter Kate Bishop en tant que Hawkeye, parce qu'on va pas se mentir, elle est clairement appréciée par les fans, et Hercule pour remplacer Thor. Thor qui est déjà annoncé comme l'une des morts les plus marquantes des prochains films. Car il y a de grandes chances que les Asgardiens disparaissent, en recommençant leur cycle du Ragnarok. Alors paniquez pas, ils reviendront un jour, c'est sûr, mais pas tout de suite. Et ils pourraient très bien être remplacés par les Olympiens, avec donc l'introduction d'Hercule, mais aussi de son frère, le dieu de la guerre, Arès. Quant à Hulk, il est grand temps qu'il fasse son retour en mode sauvage, peut-être même sous forme d'anti-héros, une vraie menace pour ce nouveau monde, mais avec un nouvel acteur. Alors j'adore Ruffalo, mais il est fatigué et il nous fatigue. Donnez-nous un Bruce Banner sauvage et bien aigri. Ce serait donc une équipe différente, plus ouverte, où plusieurs membres pourraient entrer et sortir en fonction des menaces. Ils auraient sans doute moins d'importance narrative que dans le passé, mais ils resteraient les protecteurs de la Terre face à tout ce qui s'annonce. Et cette fois, pas de Stark Tower, mais enfin l'arrivée du manoir des Avengers, avec tout ce que ça implique. Des histoires internes, des rivalités, des gossips à la sauce super-héros, bref, tout ce qu'on aime. Et surtout, ce serait trop dommage de ne pas avoir d'Avengers classiques dans un monde où ils pourraient partager leur savoir scientifique avec les 4 Fantastiques, débattre avec les mutants sur des divergences idéologiques, ou même combattre aux côtés des héros galactiques pour défendre la Terre 616. Oui, les Avengers ont encore des tonnes d'histoires à raconter. Et franchement, un reboot leur ferait le plus grand bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre après Secret Wars? Je vous réponds tout de suite, mais avant de continuer, vous êtes encore 65% à regarder tous mes contenus sans être abonné. Alors oui, on a bien progressé, et pour ça je vous en remercie, mais on a encore de la marge les amis. Alors si tu fais partie de ces 65% et que t'apprécies ce que tu visionnes, qu'est-ce que t'attends? Allez, je te laisse quelques secondes pour le faire. En attendant les autres, balancez le nom de votre bled en commentaire et mettez un petit pouce pour l'engagement, ça fait plaisir. Allez, on y retourne. La saga mutante. Depuis le rachat de la Fox, il est assez clair que Marvel compte miser sur les X-Men. Mais depuis quelques années, les rumeurs parlent clairement d'une 3e saga, la saga mutante. Et perso, je pense qu'il est vraiment temps de faire évoluer cette idée de saga. Alors oui, ça a très bien marché pour la première, la saga L'Infini, mais il faut pas oublier qu'elle a été construite au fur et à mesure. C'était un univers en perpétuelle évolution jusqu'à une finalité épique. Mais la saga du multivers, elle, c'est une toute autre histoire. Parce qu'au fond, on se rend compte que moins de la moitié des projets évoquent concrètement ce multivers. Et le reste, ça part dans tous les sens, et ça n'ouvre presque aucune véritable issue. Le passage de la saga de l'Infini à la saga du multivers a été extrêmement mal préparé, et Marvel en subit encore les conséquences. Il faut désormais penser autrement. Un peu comme dans les comics ou même dans les mangas et animés, peut-être fonctionner par arcs narratifs. Des arcs qui mènent à des gros films de rassemblement, mais qui gardent leur identité. Ce qui serait le moyen d'introduire les mutants de manière maligne sans en faire le seul et unique sujet de toute une saga. Par exemple, pour la saga de l'Infini, on aurait pu la découper en un arc galactique, avec les Gardiens, Captain Marvel et la menace Thanos, et un arc Avengers, où on suit l'évolution de l'équipe de sa création à sa chute. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a été fait. Dans la saga du multivers, on aurait pu avoir un arc multiversel, avec Loki, Multiverse of Madness, No Way Home et Deadpool et Wolverine, et non, en fait, rien d'autre. Je me rends compte que c'est tellement mal construit qu'on peut pas vraiment rassembler le reste. Peut-être juste un arc de conclusion, à la rigueur, parce que cette saga a passé son temps à clôturer des histoires de certains persos sans vraiment en ouvrir de nouveaux. Thor, Ant-Man, Black Panther, les Gardiens 3... Bref, ne nous perdons pas. La phase 7 pourrait justement ouvrir à de nouveaux arcs. L'arc mutant, l'arc surnaturel, l'arc galactique et l'arc street level. Des arcs dans lesquels les héros pourraient naviguer, mais où les axes resteraient bien définis. Et surtout des arcs ouverts, qui n'ont pas besoin de tous se terminer ensemble de la même manière. Au contraire, chaque arc aurait sa temporalité, et de nouveaux arcs pourraient s'y insérer au fur et à mesure, créant un véritable feuilleton. Mais surtout, ça permettrait à chacun de suivre ce qui l'intéresse vraiment, sans avoir l'impression de rater quelque chose s'il saute un film qu'il n'aurait pas envie de voir, comme Thunderbolt par exemple. Mais revenons à l'arc mutant. Secret Wars devait nous présenter les nouveaux mutants du MCU, et selon les dernières infos, ils devraient avoir leur premier film dès début 2028. Soit juste après Secret Wars. Ils seront le cœur de ce nouveau MCU, et il faut qu'ils démarrent fort pour ne pas laisser retomber la hype de Secret Wars, en espérant ne pas nous prendre une deuxième pandémie. Touchons du bois. L'équipe se concentrerait sur le trio Charles Xavier, Jean Grey et Cyclope. On connaît pas encore le casting complet, mais des rumeurs très insistantes parlent de Daisy Edgar Johnson pour Jean Grey et de Patrick Schwarzenegger pour Scott. Concernant le professeur X, c'est un peu plus flou. On a des rumeurs autour d'un acteur noir, mais au final, ce serait plus Bryan Cranston qui tiendrait la corde. Et perso, j'avoue, je
kiff. Pour le reste de l'équipe, Margaret Qualley pourrait jouer Malicia, Julia Butters, Kitty Pryde, Jesse Plemons, le Fauve, Trinity Jolie Bliss, Jubilee, et pourquoi pas Hunter Schafer pour Mystique, et Cynthia Erivo en Tornade. Un casting pour l'instant très féminin, mais qui envoie clairement du bois, avec 2 jeunes acteurs en devenir. Bon, sauf Cynthia Erivo qui n'est plus si jeune. Mais du coup, si leur film sort direct après Secret Wars, de quoi pourrait-il parler? Premièrement, nous avons eu écho que Kevin Feige, patron de Marvel, et Bob Iger, patron de Disney, n'étaient pas d'accord quant à la manière de développer le film. Feige voulait un film ancré dans la réalité, abordant des thématiques sociales sur ce qu'est être réellement un mutant. Bref, un film engagé sur le thème principal des X-Men dans les comics, le racisme et la xénophobie. Seulement, avec les résultats de Thunderbolts, Bob Iger a contraint Feige de lancer ce premier film dans un grand événement cinématographique, comme l'ont pu être les premiers films X-Men. Évidemment, les questions idéologiques seront toujours présentes, mais plutôt en second plan. Et d'après les derniers rapports, les méchants de ce premier film seraient Mr. Sinister, le sénateur Kelly et Bolivar Trask. Alors, peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais vous les avez sûrement déjà vus sans le savoir. Mr. Sinister est un des grands méchants de la série X-Men 97. Nathaniel Essex est un scientifique du 19e siècle obsédé par la théorie de l'évolution. Il est persuadé que les mutants vont dominer l'humanité d'ici un siècle. Il va donc se mettre à faire des expériences génétiques sur les humains puis sur les mutants, jusqu'à être transformé par Apocalypse, devenant Mr. Sinister. Le sénateur Kelly, qu'on voit dans X-Men 1, est le politicien numéro 1 anti-mutant. C'est lui qui va recruter Bolivar Trask dans son programme Sentinelle qu'on voit notamment dans Days of Future Past. Ensemble, ils vont passer leur vie à traquer et persécuter les mutants. Donc, dans ce nouveau MCU, on peut imaginer que les mutants soient quelque chose de relativement nouveau, une nouvelle menace pour l'humanité, qui pourraient devenir les boucs émissaires sur ce qui s'est réellement passé dans les films Avengers. Et donc voir des politiques se mettre en place pour les contrôler, voire les éliminer. Un climat de tension qui pourrait même mener, à la fin de l'arc mutant, sur un affrontement entre les X-Men et les Avengers. Mais on n'oublie pas également Deadpool que Disney ne va pas laisser s'échapper comme ça. Certes, le personnage est beaucoup trop barré pour entrer dans une intrigue sociale, mais Ryan Reynolds dit être déjà en train de travailler sur un nouveau projet Deadpool, probablement même un projet X-Force. Nous en avions déjà vu une version dans Deadpool 2, mais la X-Force est en réalité bien plus féroce et s'engage en général dans des missions suicides. Je pense d'ailleurs qu'il se peut qu'on voit beaucoup plus Deadpool à l'avenir, car Reynolds le disait lui-même, il aimerait que son personnage soit un personnage à caméo, un mercenaire qui de temps en temps croise la route des autres héros, comme il le fait dans les comics. Affaire à suivre. L'arc paranormal. Secret Wars risque donc d'être complètement fou. De nombreux personnages vont sûrement faire leur apparition, et pour la plupart, ils ne reviendront même pas. Mais d'autres entités, démons et bizarreries pourraient bien eux profiter de cet événement pour s'incruster dans ce nouveau monde, à commencer par les vampires. On sait que le monde du MCU héberge déjà quelques monstres, notamment avec le special sur Werewolf by Night. Mais de manière générale, les créatures de la nuit ont toujours été très discrètes dans le MCU, et la chimère Blade de Mahershala Ali pourrait bien enfin voir le jour, nous ouvrant ainsi la porte des enfers, et avec elle, tout un tas de créatures qui se seraient faufilées dans ce nouveau MCU. Il pourrait être également accompagné de Ghost Rider, qui selon les rapports va être introduit dès le prochain film Avengers. Alors, on ne sait pas si Nicolas Cage serait de retour, mais tout laisse à croire que c'est Ryan Gosling qui incarnerait le nouvel esprit de vengeance. Et qui dit Ghost Rider dit forcément Mephisto, un démon que tout le monde attend depuis WandaVision, et qui pourrait bien faire une apparition très bientôt. Et on peut imaginer qu'il ne serait pas content d'avoir vu toutes ces âmes quitter les enfers lors de la création de ce nouvel univers. Tout ça pourrait nous mener à l'attendu film Midnight Suns, un film où Blade et Ghost Rider réuniraient une équipe de bras cassés pour empêcher les plus grands démons de foutre le sbeul sur Terre. Et quand on a lu certains des comics les plus sombres de Marvel, on sait qu'il y a clairement un potentiel horreur chez Marvel. Dans cette équipe, on pourrait retrouver Moon Knight, qui pourrait se faire une nouvelle jeunesse, les persos vus dans Werewolf by Night, donc Jack Russell, Elsa Bloodstone et Man-Thing, pourquoi pas Frère Vaudou, une sorte de Doctor Strange du Bayou originaire d'Haïti, et à ça, on pourrait ajouter le Punisher, qui ferait un super recyclage hors des rues, Magic avec l'arrivée des mutants, Nico Minoru qu'on a vu dans les séries animées Spider-Man, et pourquoi pas le Wolverine de Hugh Jackman. Et déjà là, ça fait une sacrée belle équipe. Bon, à tout ça, il nous manque quand même un maître des arts mystiques. Et oui, Doctor Strange serait évidemment parfait. Mais personnellement, je pense qu'il va mourir dans Secret Wars, et qu'on ne le reverra plus ensuite. Parce que si vous vous souvenez, des rumeurs insistaient sur le fait qu'une série Strange Academy était en cours de production. Et je pense que cette future école de sorciers sera nommée Strange Academy par Wong, en hommage à Stephen, qui aurait donné sa vie pour sauver le multivers. Donc plusieurs options pour le remplacer. Soit Wong prend la place dans cette équipe en tant que sorcier suprême,
Mais entre nous, je sais pas si c'est une bonne idée, on l'a assez vu. Soit pourquoi pas une Wanda Maximoff maîtrisant pleinement la magie, et j'avoue ce serait stylé. Soit c'est tout simplement Cléa, qu'on a vu dans la post-crédit de Doctor Strange 2, et qui va forcément prendre de l'importance à l'avenir. Parce que soyons honnêtes, on ne caste pas Charlize Theron juste pour une scène post-crédit. Non. L'arc galactique. Jusqu'ici, l'arc galactique a été beaucoup trop centré sur des personnages très spécifiques. Et les grands empires galactiques de Marvel ont été, soyons honnêtes, maltraités. Souvent utilisés comme prétexte narratif, juste pour faire avancer les intrigues des persos principaux. Captain Marvel a littéralement explosé l'Empire Kree comme on casse une biscotte. Alors qu'on parle quand même de l'un des empires les plus puissants de la galaxie dans les comics. Les Skrulls, pareil, c'est pas mieux. Mais bon, je vais pas parler de Secret Invasion dans cette vidéo, ça va m'énerver. Quant aux autres races aliens, elles sont apparues de manière sporadique, essentiellement dans les Gardiens de la Galaxie. Mais rien de vraiment structuré. Et ça, Marvel va enfin le changer. Parce que oui les amis, le potentiel galactique de l'univers Marvel est clairement à la hauteur de Star Wars. Et 2 personnages vont incarner ce renouveau. Le premier, c'est Nova. Comme d'autres, ça fait maintenant des années que son programme est repoussé encore et encore. Et pourtant, c'est l'un des chouchous des fans. Mais rassurez-vous, les exécutifs chez Marvel ont confirmé que le projet est bien lancé. Et plusieurs insiders affirment que Nova sera aussi central dans le prochain MCU que Loki l'a été dans la saga du multivers. Et pour ça, ils vont enfin lancer le run Annihilation, l'un de mes runs préférés. Je vous en parle depuis quelques années, c'est pour les plus anciens d'entre vous, un peu comme le Starship Trooper, version super-héros. Annihilus est un méchant qui vit dans la zone négative, une dimension parallèle composée d'antimatière, où il règne sur une armée d'insectes monstrueux quasi infinis. Et les événements de Secret Wars pourraient justement ouvrir une brèche tout au fond de l'univers qui donnerait accès à cette fameuse zone négative. Et tout ce que veut Annihilus, c'est conquérir toute chose. Donc forcément, à la tête de sa horde, il va mettre en péril tous les grands empires galactiques. Dans les comics, tout commence par une attaque éclair sur Xandar, le QG de la Nova Corps. C'est une unité de police galactique qui partage les pouvoirs du World Mind. Et dans le comics, ils se font intégralement détruire par la vague d'Annihilus. Tous, sauf un. Richard Rider, un humain, le seul survivant de la Nova Corps, qui va hériter de tout le pouvoir de l'Unimind. Un pouvoir, je vous rappelle, normalement partagé entre des milliers de Nova. Et au lieu d'aller se cacher, Richard, tête de mule qu'il est, va décider de monter une défense galactique pour tenter de stopper la vague d'Annihilus. Et c'est dans cet arc qu'on va aussi introduire notre surfeur d'argent, Norinrad. Alors oui, certains ont râlé en apprenant que les 4 Fantastiques allaient introduire une version féminine du surfeur, mais c'est justement pour garder le vrai Norinrad pour plus tard, et ne pas créer la confusion. Parce que d'après plusieurs rapports, le surfeur d'argent va jouer un rôle majeur dans le futur. Et c'est lui qui va former les Annihilators, une équipe composée des plus grands héros cosmiques. Et dans les comics, on retrouve dans cette team Gladiator, le champion de l'Empire Shi'ar, Ronan l'Accusateur, le champion de l'Empire Kree, Beta Ray Bill, détenteur de Stormbreaker, Cassard, détenteur des bracelets cosmiques, et bien sûr le surfeur d'argent. Ce run Annihilation, c'est une sorte de guerre galactique à l'échelle démentielle. Et c'est justement là que les Gardiens de la Galaxie font leur première apparition dans les comics. Donc on peut facilement imaginer que les nouveaux gardiens les rejoignent. Surtout que dans les comics, Star-Lord devient clairement le meilleur pote de Nova, ce qui serait absolument génial pour lui donner un nouvel élan. Et d'ailleurs, ça pourrait être vraiment l'occasion pour Adam Warlock et Phil Havel de nous montrer l'étendue de leur pouvoir. Voire aussi, pourquoi pas, Aguilla, en tant que championne de l'Empire Skrull, pour remplacer le Super Skrull. Vous l'aviez oublié celle-là, hein? Bref, moi ça me vend du rêve et je suis impatient de voir ça. L'arc Street Level. Bon, on a parlé de plein de choses folles, mais revenons un peu les pieds sur terre. Parce que le MCU, c'est aussi des héros sur Terre, qui combattent des méchants à coups de poing, et des intrigues politiques qui nous mettent face à nos contradictions. Et rassurez-vous, Marvel ne va pas juste partir dans le fantastique, même si les X-Men vont déjà pas mal aborder le sujet. Des héros comme Daredevil, ses Defenders et autres Spider-Man vont désormais être véritablement ancrés dans des intrigues street level. Car avec l'arrivée de tous ces nouveaux personnages mythiques, nous ne sommes plus obligés de trimballer tous nos héros d'un coin à l'autre de l'univers. Spider-Man devrait continuer à être l'un des personnages phares du studio. Et il y a tout à faire avec lui, à commencer avec son prochain film qui sera street level, ou peut-être bien multiversel. Honnêtement, j'en sais plus rien à ce moment-là, ça change tous les 2 jours. Mais une chose est sûre, ce Spider-Man 4 devrait être le renouveau de ce personnage, lui donnant un arc plus personnel, plus new-yorkais. Avec, je l'espère, enfin l'introduction d'Oscorp. Et en parlant de New York, rien ne dit que l'arc Wilson Fisk, en tant que maire de New York, ne s'arrêtera à la saison 2 de Daredevil. Dans les comics, ces événements mènent au run Devil's Reign, où tous les héros de New York s'associent pour le faire tomber. À ça, nous pouvons ajouter les Champions, une équipe qui va elle aussi devenir centrale. Elle ne remplacera pas les Avengers, mais tout semble indiquer que de nouveaux membres se joindront à l'équipe au fil des phases, avec notamment Hulkling qui sera envoyé sur Terre à la suite des événements d'Annihilus. Il est un métis des races Kree et Skrull, et le prince qui peut réconcilier ses peuples. Moins street level mais toujours politique,
ou du moins culturel, nous allons avoir la renaissance du Black Panther. Ce personnage est aujourd'hui beaucoup trop important pour le laisser de côté, et Marvel travaille déjà depuis un moment avec Ryan Coogler sur un film Black Panther 3, avec notamment Denzel Washington en tant qu'antagoniste. On peut d'ailleurs imaginer que l'annulation du jeu vidéo soit faite car il se concentrait trop sur une version ancienne de Black Panther et pas sur la nouvelle version imaginée. Et je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'imagine bien avoir un Black Panther qui prendrait un rôle important dans les Illuminati de la Terre 616, regroupant les leaders de chaque équipe de héros en secret pour trouver des solutions à des problèmes planétaires, faisant du Wakanda une place forte. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils adaptent le fait que T'Challa et Storm soient en couple. Ce serait génial. Le reste du MCU. Évidemment, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a beaucoup de nouveautés. Mais je tiens à préciser un truc important. Rien de ce que je n'ai dit n'est sorti de nulle part. Tout se base sur des infos officielles, des rapports d'insiders ou à minima, des rumeurs sérieuses. Rien n'a été balancé au hasard. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait du reste du MCU actuel? On parlait au début des Avengers, mais aussi des Thunderbolts ou de certains héros mythiques qui pourraient survivre à Secret Wars. Je pense que ces équipes vont continuer à apparaître dans différents projets. Peut-être même que certains auront leur propre film. Mais pour réussir un soft reboot, il faut absolument éviter de reproduire ce qui existait et donc d'en refaire le centre du projet. Les fans auront toujours plaisir à les retrouver. Dans les comics, Tony Stark est absolument partout. Quand il devient directeur du SHIELD, il garde son run à lui, mais sa position lui permet d'intervenir à droite à gauche. Un peu comme Captain America qui débarque parfois juste pour mettre le holà à une situation. Je pense que ces héros auront un peu ce rôle-là. On les reverra, mais de manière ponctuelle, et bien sûr dans de nouveaux films Avengers dans quelques années. De manière générale, je pense que le MCU de demain sera beaucoup plus interconnecté. Trop souvent, on s'est demandé, mais ils sont passés où les autres héros? Comme dans Captain America 4, où Sam se tape contre un Hulk rouge tout seul, ou Daredevil quand le Caïd met la main sur New York mais que Spidey a disparu. Ce serait aussi une manière de faire du fanservice, mais du fanservice positif. Des petites surprises qui rendent cet univers vraiment immersif. Et c'est surtout une véritable volonté de Bob Iger, faire de chaque film un événement pour les fans. Pour finir, il y a aussi les 4 Fantastiques. Eux ont forcément un bel avenir devant eux. Mais dans les comics, ils sont tellement importants que Reed Richards intervient très souvent dans les histoires des autres. Il pourrait donc avoir un rôle à la croisée des arcs paranormaux et galactiques. Et franchement, ça laisse penser que la menace Galactus n'est peut-être pas si loin. Mais allons déjà revoir leur film cet été pour nous faire un avis. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que l'avenir semble absolument extraordinaire. Et dites-moi vous en commentaire ce que ça vous inspire et surtout quel arc vous excite le plus. Encore un gigantesque merci à Upload qui a sponsorisé cette vidéo et par la même occasion révolutionné ma manière de travailler. Grâce à ce petit gadget, fini les notes qui se perdent ou qu'on ne relit jamais, puisque je vous rappelle qu'avec une simple pression, l'IA vous fait les meilleurs comptes rendus de la galaxie. Avec que ce dont vous avez besoin, bien organisé, pas comme Christelle. Bref, pour obtenir une réduction sur le Notepin d'Upload, il vous suffit d'utiliser mon code Kevin Buckart et de passer via le lien en description et premier commentaire. Il est temps de gagner du temps et d'être plus productif les amis. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur la stratégie de Marvel pour se sauver, ça se passe juste ici, et nous on se retrouve dimanche prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!